Vous vous épuisez parce que vous croyez encore que la vérité suffit. Voilà l'erreur. Non pas une erreur de raisonnement, mais une erreur d'orgueil. Vous entrez dans certaines conversations avec la conviction presque innocente que l'intelligence, si elle est assez claire, finira par être reconnue. Vous pensez qu'un argument bien construit peut fissurer une certitude absurde. Vous pensez qu'une preuve déposée au bon endroit obligera l'autre à reculer. Et chaque fois, vous découvrez la même chose. L'esprit fermé ne recule pas devant la lumière. Il s'en sert pour mieux voir son propre mur. Il faut commencer ici, sans douceur. Vous n'êtes pas seulement fatigué par la bêtise des autres. Vous êtes fatigué par votre besoin secret de la corriger. Vous appelez cela patience, pédagogie, souci de précision, respect de la vérité. Mais sous ces noms nobles se cache parfois une dépendance plus intime, le désir d'être enfin reconnu comme celui qui voit juste. Et c'est précisément ce désir qui vous rend vulnérable. Schopenhauer avait compris ce que les optimistes de la raison refusent encore d'admettre. La plupart des hommes ne discutent pas pour approcher la vérité. Ils discutent pour ne pas perdre la face. La vérité, dans une dispute, arrive souvent trop tard. L'ego était déjà assis à la table. Il avait déjà choisi son camp. Il avait déjà décidé que céder serait une humiliation plus grave que se tromper. Alors l'intelligence croit entrer dans un débat. En réalité, elle entre dans une arène où l'autre protège son image avec les armes primitives de la volonté. C'est pourquoi vous perdez même lorsque vous avez raison. Vous perdez parce que vous croyez jouer au même jeu. Vous apportez des nuances. L'autre apporte une certitude compacte. Vous apportez des faits. L'autre apporte une émotion qui s'est déguisée en opinion. Vous apportez une architecture. L'autre apporte un mur. Et, pendant que vous dépensez votre énergie à construire un passage, lui n'a qu'à rester immobile pour vous épuiser. Cette asymétrie est cruelle. L'intelligence travaille. La sottise résiste. L'intelligence examine, compare, nuance, corrige, reformule. La sottise répète. Elle n'a pas besoin de gagner par profondeur. Elle gagne par inertie. Elle vous oblige à descendre dans son rythme, à accepter ses termes, à respirer son air pauvre. Et lorsque vous sortez de la vidée, irrité, presque honteux de votre propre agitation, vous vous demandez comment une pensée si faible a pu consommer autant de votre force. La réponse est simple. Vous lui avez offert votre attention comme si elle la méritait. Il y a une vanité cachée chez les êtres intelligents. Ils supposent que l'autre, au fond, veut comprendre. Ils projettent leur propre rapport à la vérité sur des esprits qui n'ont jamais eu ce rapport. Ils imaginent que la contradiction produit de la réflexion. Mais chez beaucoup, la contradiction produit seulement de la défense. Elle ne réveille pas la pensée. Elle réveille l'instinct de conservation narcissique. L'homme ne protège pas toujours ses idées parce qu'il les croit vraies. Il les protège parce qu'elles soutiennent l'image qu'il a de lui-même. C'est là que la bêtise cesse d'être un simple manque. Elle devient une forteresse. L'ignorant volontaire ne vit pas dans le vide. Il vit dans une construction extrêmement solide, faite de raccourcis, de certitudes héritées, de peurs mal nommées, de loyauté tribale, de petites victoires verbales, de réflexes de domination. Lorsque vous introduisez une idée plus fine dans cet espace, elle n'est pas reçue comme une invitation. Elle est ressentie comme une invasion. Vous croyez corriger une erreur. Lui sent qu'on attaque son territoire. Voilà pourquoi la logique échoue. Non parce qu'elle est faible en elle-même, mais parce qu'elle est utilisée au mauvais endroit. La logique suppose un pacte minimal, accepter que la conclusion puisse changer si les prémices l'exigent. Mais beaucoup d'esprits n'ont jamais signé ce pacte. Ils veulent seulement que leurs prémices survivent. Ils veulent que leur première réaction soit justifiée après coup. Ils veulent que leur impulsion reçoive un costume intellectuel assez propre pour sortir en public. Alors vous devenez leur tailleur. Vous leur offrez, malgré vous, le tissu de la dispute. Vous prenez leurs phrases au sérieux. Vous y répondez. Vous la situez dans un cadre rationnel. Vous lui donnez une dignité qu'elle n'avait pas. Chaque objection que vous formulez leur confirme que leur pensée mérite d'occuper la pièce. Votre irritation les nourrit. Votre précision les amuse. Votre effort les installe. Schopenhauer aurait vu là une faiblesse presque comique, vouloir convaincre celui dont la structure entière dépend du refus d'être convaincu. Il ne s'agit pas de mépriser les hommes par élégance. Il s'agit de reconnaître une mécanique. Certaines consciences ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent la sensation d'avoir tenu bon.
Et si votre intelligence devient le matériau contre lequel elles peuvent se sentir solides, alors vous êtes devenu un instrument de leur théâtre. Il faut donc apprendre à retirer la friction. Non par lâcheté. Par économie. La friction est le cadeau que le sot attend. Elle lui donne une importance momentanée. Elle transforme son absurdité en événement. Elle vous attache à lui par le fil de la réaction. Tant que vous corrigez, vous restez pris. Tant que vous expliquez, vous collaborez. Tant que vous espérez le voir admettre, vous lui laissez la clé de votre paix. La première liberté consiste à cesser de vouloir être compris par ce qui ne peut pas vous comprendre. Cette phrase paraît hautaine seulement à ceux qui confondent lucidité et cruauté. Mais il n'y a aucune noblesse à vider son esprit dans une coupe fêlée. Il n'y a aucune vertu à offrir sa clarté à quelqu'un qui ne cherche qu'à la salir pour prouver qu'elle ne brille pas. Il y a des discussions qui ne sont pas des ponts. Ce sont des marécages avec une grammaire. La stratégie n'est donc pas toujours de contredire. Parfois, il faut pousser l'absurde jusqu'à ce qu'il se révèle lui-même. Ne pas dire non. Dire oui, mais jusqu'au bout. Accompagner la phrase de l'autre jusqu'à sa conséquence la plus grotesque. Le sot aime vivre à la surface de ses idées. Il aime les slogans, les impressions rapides, les vérités sans lendemain. Il pense rarement 3 pas plus loin. Si vous le forcez à marcher dans la direction qu'il prétend défendre, il découvre soudain le ravin. Il dira alors que vous exagérez. Qu'il ne voulait pas dire cela. Qu'il faut nuancer. Et ce moment est précieux, parce que vous n'avez pas introduit la nuance. Vous l'avez obligé à la fabriquer pour sauver son propre visage. Vous n'avez pas vaincu sa bêtise par votre intelligence. Vous l'avez laissé trébucher sur sa propre extension logique. Mais cette méthode demande une chose que l'esprit intelligent déteste, renoncer à la satisfaction d'être reconnu comme juste. Vous ne recevrez pas toujours l'aveu. Vous n'obtiendrez pas toujours cette petite phrase que votre ego attendait. Tu avais raison. Il faut laisser mourir ce besoin. Chercher la validation d'un esprit médiocre est une forme subtile d'humiliation volontaire. Pourquoi demander à un aveugle de certifier la couleur? Pourquoi attendre d'un prisonnier de la surface qu'il reconnaisse la profondeur? Le jour où vous cessez d'avoir besoin de leur approbation, leur pouvoir diminue immédiatement. Ils peuvent encore parler. Ils peuvent encore répéter. Ils peuvent encore se croire victorieux. Mais leur victoire ne vous coûte plus rien. Vous leur laissez le jouet le moins cher, l'illusion d'avoir gagné. Et vous gardez ce qui vaut davantage, votre attention, votre calme, votre temps. Car le vrai prix de ces échanges n'est pas seulement émotionnel. Il est existentiel. Chaque heure passée à débattre avec un esprit fermé est une heure arrachée à une œuvre, à une construction, à une solitude fertile, à une pensée plus haute. Vous croyez seulement perdre de la patience. En réalité, vous perdez de la vie. La sottise ne vous attaque pas toujours frontalement. Elle vous dissout par consommation lente. Elle fait de votre intelligence un service public pour ceux qui n'ont aucune intention de s'élever. C'est pourquoi il faut instaurer une quarantaine intérieure. Vous ne pouvez pas éviter tous les esprits pauvres. Ils se trouvent parfois dans la famille, le travail, les institutions, les conversations obligatoires. Mais vous pouvez décider quelle partie de vous se présente devant eux. Pas votre centre. Pas votre pensée nue. Pas votre énergie la plus fine. Une surface. Une forme polie. Un avatar social suffisamment lisse pour ne rien offrir à l'attaque. Vous dites, intéressant. Peut-être. Je vois ce que vous voulez dire. Vous donnez peu. Vous ne nourrissez pas. Vous n'ouvrez pas les chambres profondes de votre esprit devant quelqu'un qui les transformerait en dépôt de bruit. Ce n'est pas hypocrisie. C'est hygiène. On ne sert pas un vin rare dans un verre sale, puis on se plaint du goût. Cette distance sera mal comprise. Elle sera appelée froideur, arrogance, mépris. Laissez-la être appelée ainsi. Celui qui a besoin de votre participation pour se sentir intelligent appellera votre silence une offense. Celui qui se nourrit de votre énergie appellera votre retrait une violence. Celui qui confond discussion et domination appellera votre calme une faiblesse. Ces diagnostics n'ont pas à devenir vos lois. Le point décisif est ici. Votre intelligence n'est pas une obligation de sauvetage. Vous n'êtes pas tenu de tirer chaque esprit hors de son marécage. Certains y ont construit une maison. Certains s'y sentent puissants. Certains préfèrent la boue qui les rassure à l'air qui les obligerait à respirer autrement. Vouloir sauver tout le monde est parfois une vanité déguisée en compassion.
Cette vanité a un coût. Vous vous croyez généreux, mais vous financez leur délire avec votre attention. Vous vous croyez patient, mais vous devenez disponible à l'absurde. Vous vous croyez utile, mais vous êtes simplement capturé par une conversation qui ne voulait pas de sortie. La compassion sans discernement devient une porte ouverte sur l'épuisement. Il faut le dire plus durement, certaines personnes ne veulent pas comprendre. Elles veulent continuer à être comme elles sont, mais avec le confort supplémentaire de vous avoir fait tourner autour d'elles. Leur ignorance n'est pas toujours une absence de connaissance. C'est parfois un mode de pouvoir. Elles vous forcent à traduire, simplifier, répéter, justifier. Puis elles refusent quand même. Elles n'ont pas gagné par supériorité. Elles ont gagné parce que vous avez accepté de jouer dans une pièce sans fin. Là commence l'art de ne plus participer. Observer sans entrer. Entendre sans absorber. Répondre sans se livrer. Laisser une phrase absurde mourir faute d'oxygène. Ne pas courir derrière chaque erreur comme si l'ordre du monde dépendait de votre correction. L'ordre du monde ne dépend pas de votre correction. Votre paix, parfois, dépend de votre silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il regarde. Il mesure. Il apprend. Il reconnaît les mouvements récurrents, la certitude rapide, la mauvaise foi tranquille, la répétition comme rempart, l'offense jouée dès qu'une nuance apparaît, le refus d'entendre transformé en preuve de caractère. À force de les voir, vous cessez d'être surpris. Et ce qui ne surprend plus ne gouverne plus. Le fou, le sot, l'ignorant volontaire, peu importe le nom, a besoin que vous réagissiez comme si son monde était négociable. Ne lui donnez pas toujours ce privilège. Certains mondes ne se négocient pas. Ils se contournent. On ne dispute pas avec une tempête pour qu'elle devienne raisonnable. On ferme les volets. On protège le feu. On attend qu'elle s'épuise contre elle-même. La véritable force intellectuelle n'est donc pas de gagner tous les débats. C'est de savoir lesquels ne méritent même pas votre présence. C'est de comprendre que votre esprit est une ressource finie, non une fontaine publique. C'est de cesser de confondre disponibilité mentale et supériorité morale. C'est d'accepter que certains êtres ne seront pas transformés par votre clarté, mais seulement excités par l'occasion de la salir. Et peut-être que le plus difficile n'est pas de reconnaître leurs limites. C'est de reconnaître le plaisir que vous aviez à vous sentir supérieur devant eux. Car il y a une sécurité étrange à fréquenter des esprits moins exigeants. On y brille facilement. On y gagne sans grand risque. On y devient le plus lucide, le plus subtil, le plus rationnel. Mais cette victoire répétée appauvrit. Celui qui vit trop longtemps parmi des conversations basses finit par réduire la hauteur de son propre souffle. Il ne suffit donc pas de fuir les sots pour préserver sa paix. Il faut aussi renoncer à l'identité que leur présence vous donnait. Sans eux, vous ne pouvez plus vous nourrir du contraste. Vous ne pouvez plus utiliser leur confusion comme preuve de votre finesse. Vous devez redevenir responsable de votre propre ascension, sans public médiocre pour vous servir de miroir flatteur. Ce retrait est plus austère qu'il n'en a l'air. Il vous laisse face à votre œuvre véritable. Votre temps. Votre discipline. Votre solitude. Vos pensées qui ne cherchent plus seulement à corriger, mais à créer. Et là, seulement là, l'intelligence cesse d'être une arme défensive contre le monde inférieur. Elle devient une architecture intérieure. Schopenhauer n'aurait pas demandé à l'esprit élevé d'être agréable. Il lui aurait demandé d'être exact avec ses propres forces. De ne pas gaspiller l'or sur ceux qui collectionnent la poussière. De ne pas offrir aux esprits fermés le spectacle gratuit de sa fatigue. De comprendre que la vérité n'a pas besoin d'être livrée à chaque bouche qui la réclame sans pouvoir la digérer. Alors, quand la prochaine absurdité surgira, peut-être sentirez-vous encore l'ancien mouvement. Corriger, expliquer, remettre de l'ordre. Mais quelque chose en vous pourra s'arrêter. Une distance minuscule. Une respiration. Un sourire presque invisible. Et dans cette pause, vous saurez que vous n'êtes pas obligé d'entrer. C'est là que commence une liberté plus froide, mais plus réelle. Non pas convaincre les esprits fermés. Ne plus leur appartenir. Il existe cependant une situation plus dangereuse que la conversation avec un sot ordinaire, celle où la sottise possède du pouvoir. Là, l'erreur de stratégie devient coûteuse. Dans une discussion commune, vous perdez surtout du temps, de la patience, de la clarté. Mais lorsque l'esprit médiocre détient une position, un titre, une autorité administrative ou sociale,
votre intelligence visible peut devenir une provocation. Vous ne lui montrez pas seulement qu'il se trompe. Vous lui montrez qu'il est inférieur dans un lieu où il doit se sentir supérieur. C'est une imprudence que beaucoup d'êtres brillants commettent par naïveté. Ils pensent que leur valeur sera reconnue si elle est assez évidente. Ils entrent dans une pièce et laissent voir trop vite la finesse de leur jugement, la rapidité de leur compréhension, la précision de leur regard. Ils croient présenter une compétence. Mais, devant un médiocre placé au-dessus d'eux, ils présentent parfois un miroir. Et l'homme qui ne supporte pas son reflet cherchera moins à apprendre qu'à briser ce qui le reflète. L'intelligence, dans ce cas, ne doit pas être brandie. Elle doit être portée comme une arme cachée. Non pour le plaisir du secret, mais parce que la visibilité précoce attire l'hostilité inutile. Le sot puissant ne dira pas toujours « Je me sens menacé par votre clarté ». Il dira « Vous êtes difficile. Vous manquez d'esprit d'équipe. Vous êtes arrogant. Vous compliquez tout ». Il traduira son humiliation en langage institutionnel, moral ou affectif. Et si vous répondez encore avec de la logique, vous confirmerez seulement le rôle qu'il veut vous assigner. Il faut donc apprendre une humiliation volontaire, mais choisie. Laissez l'autre se sentir intelligent sur des choses sans conséquence. Lui permettre de corriger un détail. Lui laisser croire qu'il possède la pièce. Ce n'est pas servilité. C'est contrôle du terrain. Celui qui a besoin de dominer visiblement peut être apaisé par de petites offrandes à son ego. Un merci. Une demande d'avis sur un point secondaire. Une concession sans importance. Vous ne lui donnez pas votre centre. Vous endormez sa vigilance. Cette stratégie choque les esprits qui confondent sincérité et exposition totale. Ils veulent être reconnus immédiatement pour ce qu'ils valent. Ils veulent que l'ordre naturel de l'intelligence soit visible, presque moral. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le monde récompense souvent ceux qui savent quand se montrer et quand se voiler. Une supériorité trop nue devient une faute sociale. Elle réveille les jalousies, les défenses, les coalitions silencieuses. Le talent qui veut survivre doit parfois apprendre à paraître moins menaçant qu'il ne l'est. Schopenhauer, dans sa froideur, aurait compris cette économie. Il ne s'agit pas de mentir sur soi-même par lâcheté. Il s'agit de refuser d'offrir ses forces à la première scène venue. Tous les lieux ne méritent pas votre vérité entière. Tous les interlocuteurs ne méritent pas votre précision complète. Certaines intelligences se perdent parce qu'elles veulent être vues par ceux qui ne peuvent les voir qu'en ennemis. Le sot puissant est particulièrement dangereux parce qu'il sent avant de comprendre. Il ne saisit pas toujours la qualité exacte de ce qui le dépasse, mais il en ressent la menace. Votre nuance le fatigue. Votre vitesse le déstabilise. Votre autonomie lui paraît suspecte. Votre calme le met en rage, parce qu'il suggère une liberté intérieure qu'il ne contrôle pas. Il n'a pas besoin de formuler cela. Son instinct travaille pour lui. Et souvent, son instinct est plus rapide que votre prudence. Face à lui, il ne faut pas chercher la victoire du débat. Il faut chercher la liberté de mouvement. La victoire visible peut coûter trop cher. Vous pouvez gagner une phrase et perdre l'espace. Vous pouvez prouver votre point et provoquer une guerre administrative. Vous pouvez humilier un esprit pauvre et le voir consacrer ensuite toute son énergie à vous rendre la vie étroite. Ce n'est pas de la lâcheté que d'éviter ce piège. C'est comprendre la différence entre avoir raison et obtenir le résultat. Cette différence marque le passage de l'intelligence à la puissance. L'intelligence veut souvent que la vérité soit reconnue. La puissance veut que la réalité soit orientée. L'intelligence gagne parfois l'argument. La puissance gagne l'objectif pendant que l'autre croit avoir sauvé son orgueil. Il y a là une sévérité presque machiavélienne, mais elle devient nécessaire dans un monde où la médiocrité n'est pas toujours passive. Elle occupe des bureaux, signe des décisions, distribue des réputations, ferme des portes. Vous devez alors devenir moins lisible. Ne donnez pas à l'autre la carte complète de votre esprit. Ne corrigez pas tout. Ne montrez pas chaque angle. Ne révélez pas trop tôt ce que vous avez compris. Laissez parfois la conversation rester plus basse que votre pensée. Laissez l'autre croire qu'il a résumé ce qui vous échappe. Laissez-lui ce plaisir bon marché, s'il vous achète le silence nécessaire pour agir ailleurs. Cette discipline exige de tuer une forme d'orgueil. L'orgueil du brillant offensé. Celui qui pense, comment peut-il ne pas voir? Comment ose-t-il parler ainsi?
Comment supporter-on une telle absurdité? Cet orgueil est compréhensible. Il est aussi inutile. Le monde ne vous doit pas une scène digne de votre intelligence. Il vous offre souvent du bruit, de l'inertie, des égos fragiles, des hiérarchies absurdes. La question n'est pas de savoir si cela est juste. La question est, comment préserver votre force dans ce paysage? La réponse commence par une gestion froide de l'attention. Votre attention est une monnaie rare. Chaque fois que vous la dépensez pour redresser une bêtise sans conséquence, vous appauvrissez ce qui aurait pu nourrir votre propre ascension. Les sots aiment les débats circulaires parce que leur temps ne vaut pas cher. Ils peuvent passer 1 heure à défendre une phrase vide, puis dormir sans rien avoir perdu. Vous perdez autre chose, votre concentration, votre calme, votre puissance de travail, votre disponibilité à ce qui compte réellement. Il faut donc cesser de traiter toutes les erreurs comme des urgences. Une erreur dans la bouche d'un sot n'est pas toujours un incendie. Souvent, c'est simplement une pierre tombée dans une cour que vous n'habitez pas. Pourquoi courir la ramasser? Pourquoi devenir gardien d'un ordre intellectuel que l'autre ne respectera pas? Pourquoi transformer chaque absurdité en mission? Il y a des phrases qu'il faut laisser mourir de leur propre pauvreté. Cela vaut aussi pour les relations personnelles. Le parent qui répète toujours le même jugement. L'ami qui refuse toute responsabilité. Le collègue qui transforme chaque nuance en attaque. Le partenaire qui n'entend que ce qui confirme son ressentiment. Vous avez peut-être passé des années à chercher la bonne formulation, croyant que la clarté parfaite ouvrirait enfin une porte. Mais certaines portes ne sont pas fermées par manque de clés. Elles sont murées. Comprendre cela fait mal, parce que cela retire à votre empathie son illusion de toute puissance. Vous aimiez peut-être croire que si vous expliquiez mieux, l'autre pourrait changer. Si vous étiez plus patient, plus calme, plus précis, plus charitable, il finirait par voir. Mais cette croyance peut devenir une vanité déguisée en compassion. Vous vous imaginez capable de sauver l'autre de son propre appareil mental. Peut-être ne veut-il pas être sauvé. Peut-être que sa confusion lui sert. Peut-être qu'elle lui permet de ne pas rencontrer une vérité qui lui coûterait trop. Alors le travail n'est plus de l'éclairer. Le travail est de ne plus vous laisser assombrir. Il y a une violence particulière dans cette acceptation. Elle ressemble à un deuil. Vous devez renoncer à l'image de l'autre tel qu'il pourrait être s'il voulait comprendre. Vous devez voir celui qui est là. Avec ses limites, ses défenses, sa mauvaise foi, sa répétition, son orgueil, son incapacité peut-être définitive à entrer dans certaines hauteurs. Ce regard n'a rien de romantique. Il ne condamne pas nécessairement. Il constate. À partir de ce constat, vous cessez de demander au réel de se comporter selon votre idéal. Vous ne vous indignez plus chaque fois que la machine fonctionne comme une machine. Vous ne criez plus devant la pluie parce qu'elle mouille. Vous adaptez votre conduite. Vous gardez vos mains loin des engrenages. Vous ne confiez pas votre paix à un mécanisme qui broie tout ce qu'il ne comprend pas. Ce détachement sera parfois pris pour de la dureté. Mais il est souvent la seule forme de respect possible envers votre propre esprit. Un esprit sans garde devient un lieu public. Chacun y entre avec ses arguments mal formés, ses certitudes bruyantes, ses offenses primitives. Bientôt, vous ne savez plus si votre fatigue vous appartient ou si elle est seulement le résidu de toutes les médiocrités que vous avez laissées passer. Fermer la porte n'est pas haïr le monde. C'est refuser de devenir son dépotoir cognitif. Il faut ici parler du retrait. Non pas le retrait spectaculaire de celui qui méprise tout le monde. Un retrait plus subtil, la capacité de rester présent sans être disponible intérieurement. Vous pouvez être dans la pièce, répondre aux nécessités, accomplir le minimum social, mais garder votre véritable pensée ailleurs, intacte, non offerte. Ce n'est pas fuir. C'est préserver le sanctuaire. L'avatar devient utile. Une version de surface, polie, sobre, presque neutre. Elle dit ce qu'il faut dire, pas plus. Elle ne cherche pas à convertir. Elle ne se justifie pas trop. Elle ne livre pas ses réserves profondes. Elle ne discute pas avec chaque absurdité qui passe. Pendant que l'avatar remplit les exigences de la scène, votre esprit réel conserve son altitude. C'est parfois la seule manière de traverser une pièce basse sans y laisser sa respiration. Mais l'avatar ne doit pas devenir une nouvelle persona morte. Il n'est pas destiné à remplacer votre être. Il sert seulement de vêtement dans les climats hostiles. Le danger serait de l'utiliser partout,
de ne plus jamais risquer la profondeur avec personne. Il existe des esprits qui méritent votre vérité, votre nuance, votre intensité. Il faut les reconnaître. La quarantaine n'est pas une condamnation universelle. Elle est une sélection. Cette sélection devient l'une des tâches les plus importantes d'une vie intelligente. Avec qui puis-je penser sans m'appauvrir? Avec qui le désaccord ouvre-t-il quelque chose au lieu de fermer une porte? Avec qui ma clarté ne devient-elle pas un spectacle à salir? Avec qui mon silence est-il respecté? Avec qui mon esprit sort-il plus vaste, non plus contracté? Ces questions valent plus que 1000 débats gagnés. Car les êtres avec lesquels vous échangez modèlent votre esprit. On devient lentement semblable à la qualité des conversations que l'on tolère. Si vous vivez entouré de bruit, votre pensée apprend à répondre au bruit. Si vous vivez dans la mauvaise foi, votre énergie se consacre à anticiper la mauvaise foi. Si vous vivez dans la nuance, votre esprit se raffine. Si vous vivez près de la profondeur, quelque chose en vous cesse de se justifier d'exister. Il ne suffit donc pas d'être intelligent. Il faut protéger l'écologie de son intelligence. Un esprit peut être brillant et pourtant mal nourri. Il peut être rapide, mais constamment interrompu. Il peut être profond, mais obligé de traduire toute profondeur pour des oreilles qui n'en veulent pas. À la longue, même l'esprit supérieur se déforme. Il devient nerveux, sarcastique, amer, obsédé par la correction. Il oublie de créer parce qu'il passe son temps à réparer le langage des autres. La question devient alors, combien de votre intelligence sert encore votre vie, et combien sert seulement à survivre aux médiocres? Cette question peut déranger. Elle révèle parfois que vous avez fait de votre clarté un instrument défensif, non une force créatrice. Vous savez démonter les absurdités, repérer les incohérences, répondre aux attaques. Mais que construisez-vous lorsque personne ne vous provoque? Que devient votre esprit lorsqu'il n'est plus occupé à prouver qu'il est supérieur au désordre? C'est ici que le retrait devient fertile. Quand vous cessez de répondre à chaque stupidité, un vide apparaît. D'abord inconfortable, puis nécessaire. Dans ce vide, votre intelligence retrouve une direction. Elle cesse d'être seulement réactive. Elle peut recommencer à bâtir, écrire, étudier, créer, décider, organiser, comprendre plus haut que le niveau des disputes. Le silence que vous ne donnez plus au sceau devient matériau pour votre propre architecture. La véritable supériorité n'a pas besoin de public inférieur. Elle se vérifie dans l'œuvre, dans la discipline, dans la manière dont vous utilisez votre temps lorsque personne ne vous applaudit pour avoir eu raison. Elle se reconnaît à une économie intérieure, moins de paroles perdues, moins de gestes défensifs, moins d'urgence à corriger, plus d'attention portée à ce qui peut réellement croître. Alors, progressivement, le monde des esprits fermés devient moins personnel. Vous ne vous sentez plus offensé par chaque absurdité. Vous la voyez passer comme un phénomène météorologique. Désagréable, parfois dangereux, mais pas intime. Vous n'avez plus besoin que la tempête admette qu'elle est tempête. Vous organisez simplement votre route. Cette transformation est froide, oui. Mais elle n'est pas stérile. Elle libère une forme de compassion plus lucide. Vous pouvez voir les limites des autres sans les haïr. Vous pouvez reconnaître leur confusion sans vous y noyer. Vous pouvez même leur souhaiter du bien sans leur donner accès à votre centre. Le détachement n'est pas l'absence d'humanité. C'est parfois la condition pour que votre humanité ne soit pas continuellement pillée. À ce stade, le sceau perd son pouvoir principal, celui de vous faire réagir contre votre propre intérêt. Il peut encore parler. Il peut encore juger. Il peut encore se croire profond. Mais vous n'avez plus besoin de corriger son reflet. Vous avez mieux à faire que nettoyer chaque miroir sale. Et lorsque cette paix commence à s'installer, vous remarquerez peut-être une chose étrange. Le monde n'est pas devenu moins absurde. Il est devenu moins envahissant. La bêtise continue d'exister, mais elle ne pénètre plus aussi loin. Elle reste dehors, dans le bruit. Vous, pendant ce temps, vous retournez à l'endroit où votre intelligence cesse d'être une blessure ouverte. Elle redevient un instrument. Non pour convaincre les foules. Pour construire ce qui vous dépasse. À la fin, la vraie victoire n'est pas de faire taire le sot. C'est de ne plus lui offrir votre esprit comme champ de bataille. Pendant longtemps, vous avez cru que la clarté devait se défendre partout. Qu'une absurdité laissée sans réponse devenait plus forte. Qu'un mensonge non corrigé gagnait du terrain. Mais cette croyance vous a coûté plus qu'elle ne vous a donné.
Elle vous a rendu disponible à chaque bruit, à chaque certitude creuse, à chaque ego qui voulait moins comprendre que vous attirez dans sa confusion. Schopenhauer aurait vu là une erreur de rang. Vous avez traité la sottise comme un adversaire intellectuel, alors qu'elle était souvent seulement une force d'usure. Elle ne voulait pas la vérité. Elle voulait votre énergie. Elle voulait votre réaction. Elle voulait que votre intelligence descende assez bas pour devenir accessible à son désordre. Le jour où vous comprenez cela, quelque chose se retire. Non par mépris spectaculaire, mais par précision. Vous ne corrigez plus chaque phrase pauvre. Vous ne poursuivez plus chaque esprit fermé avec une lampe à la main. Vous ne demandez plus à ceux qui vivent dans la surface de reconnaître la profondeur. Vous cessez de chercher une victoire dans des lieux où la vérité n'a jamais été invitée. Alors le silence change de nature. Il n'est plus impuissance. Il devient sélection. Vous choisissez où placer votre attention, votre parole, votre feu. Vous gardez votre esprit pour ce qui peut réellement le recevoir. Et lorsque l'absurde parle encore, vous n'êtes plus obligé de répondre comme si votre valeur dépendait de cette scène. C'est peut-être cela, la souveraineté intellectuelle, savoir quand parler, mais surtout savoir quand ne pas descendre. Car certains débats ne se gagnent pas. On les quitte. Et parfois, quitter la table est la seule manière de ne pas devenir une partie du bruit.